Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zebounou, vice-président de l'ONG Sans la solution. Et si prendre soin de soi était aussi une façon de prendre soin de la planète, bienvenue à notre 28e épisode de la neutralité carbone où, ensemble, nous allons explorer les liens profonds entre notre santé physique et bien évidemment la santé de notre environnement. Aujourd'hui, nous nous posons une question des plus ultimes. Comment concilier neutralité carbone et bien-être physique? Pour vivre mieux, on n'aurait pas beaucoup de choix à faire. Mais vivre mieux ne devrait pas non plus coûter plus cher à la planète. Parce que chaque respiration, chaque mouvement, chaque choix peut devenir durable. Pour nous accompagner à l'occasion de ce 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Danvi Félix, directeur général de l'ONG CIPAD. Qui est-il? Pourquoi nous est-il si précieux à l'occasion de ce 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone? Avant de lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, si vous souhaitez interagir à l'occasion de ce 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone, d'attendre la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix en appuyant sur chat, écrire directement votre question ou votre commentaire dans la discussion ou tout simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bonsoir à vous, Monsieur Félix. Comment allez-vous? Voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos chers participants? Merci beaucoup. Je vais très bien. Et comme vous le dites déjà, on m'appelle David Félix. Je suis le directeur de l'ONG CRIPAD. CRIPAD, qui est le creuset de recherche pour l'identification et la promotion des alternatives de développement durable. C'est une ONG béninoise créée en 2012 qui s'occupe des questions de la protection de l'environnement et le développement socio-économique durable. Et nous avons comme axe stratégique l'éducation à l'environnement, la reforestation, le développement des alternatives en lien avec l'agriculture durable et le tourisme durable. Nous travaillons déjà, comme vous le savez, dans les domaines de l'agriculture durable, le tourisme durable, le changement climatique et la protection de la biodiversité. CRIPAD intervient essentiellement au sud de Bénin, particulièrement dans les communes de Pomassé, commune de Ouida et la commune d'Abomey-Calavi. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Danvi, pour cette présentation. Alors, comme je le disais au départ, Sans la solution est une ONG qui œuvre pour la neutralité carbone. Son objectif, c'est de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, comme vous le saviez, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème « Comment concilier neutralité carbone et bien-être physique ». Et comme nous l'avons dit en introduction, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Danvi Félix. À présent, le moment est venu de l'écouter. M. Félix, dites-nous, comment, en tant qu'être humain, pouvons-nous concilier une neutralité carbone et bien-être physique, tout en œuvrant à couvrir nos besoins les plus essentiels et à garantir un environnement stable, agréable pour tous. Nous vous écoutons. Et je crois qu'on parle de la conciliation de la neutralité carbone avec la santé et autres déjà, parle du problème actuel dont tout le monde parle, et qui est le changement climatique. Et le changement climatique qui est dû à l'émission des gaz à effet de serre impose de redéfinir le système énergétique. Et je parle de système énergétique parce que nous savons tous que le changement climatique est essentiellement dû aux grandes entreprises, aux industries qui émettent essentiellement ces gaz dans l'atmosphère.
Voilà, et c'est cela qui nous conduit aujourd'hui à parler, à chercher les solutions pour pouvoir, comment dirais-je, s'adapter ou soit, en tout cas, faire tout ce qu'il faut pour trouver une solution à cela. Donc, pour réussir ce pari, je crois que nous devons pouvoir compter sur les investissements soutenus dans l'innovation technologique, parce que essentiellement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour concilier la neutralité carbone et bien-être physique, il faut adopter des pratiques qui réduisent l'empreinte carbone tout en favorisant la santé. L'objectif est de créer une transition où les choix pour le climat soutiennent le bien-être en donnant la priorité à la réduction des émissions. Il est donc important de noter que la neutralité carbone ne signifie pas émission zéro, mais plutôt l'équilibre entre l'émission et l'absorption du carbone par les puits, que ce soit naturel ou bien technologique. Nous allons nous demander maintenant ce que c'est que le carbone. Le carbone, c'est un élément chimique fondamental pour la vie et présent dans de nombreuses matières organiques et minérales. Donc, il est essentiel pour la vie parce qu'il arrive facilement à se combiner à d'autres atomes pour donner quand même d'autres formules qui sont essentielles à la vie sur Terre. Il est classé comme gaz à effet de serre parce qu'il s'associe déjà avec d'autres atomes, comme on l'a dit tantôt. Et nous prenons l'exemple du CO2 qui absorbe le rayonnement infrarouge émis par la Terre et qui piège ainsi la chaleur dans l'atmosphère. Bien que ce phénomène soit naturel, dès qu'il y a une concentration maximale du carbone dans l'atmosphère, cela devient un problème. Alors, pour en revenir à la conciliation de la neutralité carbone, on peut limiter le changement climatique déjà à deux leviers. La neutralité, nous pouvons la limiter à deux leviers. Premièrement, il faut contrôler l'absorption déjà du carbone, contrôler l'absorption et chercher les solutions de réduction de l'émission. Donc, il faut d'abord contrôler l'émission et puis l'absorption. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Là, il faut aussi contrôler les secteurs qui provoquent l'émission maximale du carbone dans l'atmosphère. Et le premier secteur dont nous allons parler dans notre développement est le secteur du transport. Le secteur du transport, dans ce secteur, nous devons favoriser l'écomobilité. L'écomobilité signifie la mobilité qui n'entraîne pas l'émission de ces gaz dans l'atmosphère. Et quand on va parler de ce genre de mobilité, il y a la marche d'abord et il y a le vélo. Nous devons privilégier ces modes de locomotion. La marche, déjà, n'émet aucun carbone et favorise le système sanitaire chez l'homme. Le vélo, pareil. Le vélo, déjà, est un sport, mais ça n'émet pas, ça ne pollue pas l'environnement. Voilà, nous devons privilégier ces genres de modes de déplacement. Mais aujourd'hui, pour venir à nos contextes, quand quelqu'un se déplace ou bien la personne marche, aujourd'hui, chez nous, particulièrement au Bénin, on lui demande, mais le vélo a la moto a un problème, ou bien la voiture a un problème, pourquoi tu marches? Sans savoir que la marche ou bien le vélo déjà contribue au bien-être de celui qui le pratique.
Il faut aussi limiter les vols. Et là, le problème de vol, c'est pour ceux qui ont les moyens de prendre l'avion. Par exemple, si nous prenons le tourisme, un voyageur qui quitte la France pour le Bénin, il faut voir la quantité de fumée, la quantité de CO2 émis par l'avion dans l'atmosphère. Alors là, la solution est de priver d'action carbone. Quand la personne prend l'avion pour venir, par exemple, de la France pour venir au Bénin, et il y a l'action carbone, c'est-à-dire la personne qui vient doit payer la contrepartie du carbone que l'avion qu'il a pris a émis, a éjecté dans l'environnement. Mais tous ces genres de solutions sont quand même bonnes, mais ne sont pas efficaces. L'essentiel est de réduire, c'est la réduction à la base. Quand nous prenons le système alimentaire, et là, il faut adopter quand même les habitudes alimentaires écologiques. Donc, quand nous disons écologique, quelqu'un qui consomme trop de viande doit savoir que l'élevage est une activité qui provoque l'émission d'importantes quantités de CO2 dans l'environnement. Et aussi, quelqu'un qui consomme beaucoup de viande ne fait pas du bien à sa santé. Donc, il faut réduire la consommation de la viande. Et aussi, dans ce sens d'alimentation, il faut aussi privilégier les circuits courts et les produits de saison. Quand nous parlons de circuits courts, aujourd'hui, il y a une économie qui est en vogue, qu'on appelle l'économie circulaire. Il faut consommer ce qui est produit chez soi, privilégier ce qui est produit chez soi. Ne pas adopter l'habitude de consommer quelque chose qui est transformé à l'autre bout du monde et qu'il faut transporter, soit à Avignon, déjà qui est émetteur de gaz, du CO2 dans l'atmosphère. Et il ne faut pas aussi choisir un produit qui est consommé, qui est transformé à l'autre bout du monde et qui doit arriver chez soi par le bateau ou autre moyen de transport. Voilà, donc en ne pratiquant pas, comment dirais-je, le circuit court, déjà, ou bien quelqu'un qui consomme les produits manufacturés, transformés ailleurs et qui viennent chez soi, doit savoir qu'il est en train de contribuer à l'émission d'importantes quantités de carbone dans l'atmosphère. Le troisième secteur qui est relatif à l'énergie, je crois que nous devons aussi revoir nos modes de construction. Il ne faut pas construire sans les systèmes d'aération. Et là, on est obligé de mettre en marche son climatiseur la nuit pour être à l'aise pour pouvoir dormir. Non, déjà, c'est quelqu'un qui allume le climatiseur est en train de pomper déjà sur l'énergie fossile, déjà, qui n'est pas bon aussi pour l'alternative de réduction de l'émission de carbone. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, je crois que c'est quelque chose que nous allons adopter qui est à double solution. Ça nous fournit l'énergie et en même temps, ça nous empêche de beaucoup puiser sur l'énergie fossile, qui n'est pas une énergie sur laquelle il faut toujours compter parce que c'est facile, c'est efficace, mais après, ça engendre d'autres problèmes. Et aujourd'hui, les sources d'énergie renouvelables, le soleil par exemple, l'Afrique ou bien la zone tropicale, intertropicale est dotée quand même de soleil, suffisamment de soleil, et l'énergie solaire aujourd'hui, nous devons l'adopter
l'adopter et la réadopter pour notre bien-être. Il faut aussi l'énergie éolienne. L'éolienne aujourd'hui aussi, c'est quelque chose que nous pouvons adopter pour contribuer à la réduction de l'émission de carbone. J'avais parlé tantôt des puits de carbone. Et là, j'en viens déjà aux activités de l'ONG CRIPAD. Les puits de carbone, aujourd'hui, c'est les forêts, c'est l'océan et d'autres ressources naturelles. Les forêts, aujourd'hui, nous devons travailler à les conserver, à les protéger, à les gérer de manière rationnelle, parce que c'est ces forêts qui séquestrent tout ce qu'on émet dans l'environnement comme le carbone. Il faut les protéger. Nous savons que chez nous, déjà, il y a des stratégies que nos aïeux adoptaient depuis pour la protection du cerf et forêt, de la biodiversité qui aujourd'hui sont en déclin. Quand nous prenons les dieux et nos têtes couronnées d'avant, qui étaient vraiment, qui avaient d'influence sur nos communautés, quand on dit qu'une forêt est sacrée, personne n'avait le droit de toucher à une brindille de cette forêt. Mais aujourd'hui déjà, on sent une perte de l'influence de cette être couronnée aujourd'hui, de telle sorte que quand on dit qu'une forêt est protégée, tu vois, les gens seront là en train de la rogner jusqu'à la totale destruction. Et les forêts sacrées, tantôt sont remplacées par des bois sacrés. Voilà, c'est des habitudes qui contribuent aussi à la concentration, parce que quand le carbone est émis, il doit avoir les puits pour l'absorber. Ces puits aujourd'hui sont en déclin. Et CREPAD travaille essentiellement sur ce volet dans ces communes d'intervention, essentiellement dans les communes de Pomassé et de Ouida. À Pomassé, CREPAD travaille surtout dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Les enfants, les écoliers, les femmes, parce que c'est eux qui sont sur place quand l'homme migre vers d'autres régions pour pouvoir se reconvertir économiquement. La femme est sur place avec les enfants. Donc, CREPAD travaille à la sensibilisation de toutes ces couches pour pouvoir les amener à une prise de conscience environnementale. Et ce faisant, il y a des occasions, des campagnes d'incitation des gens à la protection de l'environnement. Nous travaillons dans des écoles et nous profitons des journées mondiales, des journées internationales de l'environnement, journée nationale de l'arbre, journée internationale de la biodiversité, pour pouvoir organiser des séances de sensibilisation à l'environnement. CREPAD développe également avec les femmes des activités économiques. Ce faisant, CREPAD les reconvertit dans d'autres activités plus écologiques, plus éco-responsables. Et je donne un exemple d'activité, le séchage solaire du sel, c'est-à-dire la production du sel par le séchage solaire. Avant, dans la commune de Ouida, les femmes, depuis des lustres, produisent le sel par la préparation. C'est-à-dire, il faut utiliser le bois de l'espèce palétuvier pour pouvoir préparer le sel. Et ce bois, ou bien l'espèce palétuvier, est reconnu internationalement comme une espèce qui séquestre plus que toutes les autres
espèce végétale le carbone. C'est un essentiel puits de carbone, mais c'est détruit sur plusieurs années pour la préparation du sel. CREPAD est en train de faire ce travail de reconversion de ces femmes dans la préparation ou bien dans le séchage solaire du sel. Donc, on arrive aujourd'hui à produire du sel sans dépenser aucun bois, même pas le moindre bois pour la production du sel. CREPAD a développé cette activité dans la zone de Avlekete et les femmes l'adoptent. Et nous sommes là pour chercher les solutions d'amélioration de cette activité. Quand nous allons dans la commune de Komassé, le maraîchage est développé à l'endroit des femmes, maraîchage agroécologique, en combinaison avec l'élevage de chèvres. Ça veut dire quoi? C'est deux activités qui s'accompagnent. On utilise les fientes, les déjections de chèvres pour produire le compost qui sert à l'enrichissement du sol, du maraîchage. De la même manière, les déchets produits par le maraîchage vont pour nourrir les chèvres. CREPAD aussi fait la pisciculture au sol. La pisciculture au sol, déjà, étant une activité comme nos lacs s'appauvrissent. Et quand je parle du lac dans la commune de Komassé, il faut parler du grand lac Ayémé. Voilà, quand le lac s'appauvrisse plutôt, il faut chercher des alternatives. Et l'alternative que CREPAD fait adopter aux femmes est la pisciculture au sol. L'eau résiduelle de ces poissons vont pour produire l'affluent qui vont vers l'enrichissement du sol de maraîchage. Voilà ce que CREPAD fait en matière de puits à carbone, sans savoir qu'il y a d'autres puits de carbone qui est l'océan, mais CREPAD aujourd'hui ne développe pas d'activité dans ce domaine. Et nous allons venir dans un domaine qui contribue beaucoup à l'émission de carbone. C'est les entreprises, les sociétés dans les zones industrielles. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises et des dispositions qui incitent les entreprises ou bien les responsables d'entreprises, d'industries, de sociétés autres là, à consacrer une partie de leurs bénéfices à la protection de l'environnement. Et là, la société, l'industrie ou bien l'entreprise qui arrive à avoir un bénéfice donné doit reverser une partie à une organisation, disons une ONG, qui travaille dans la protection de l'environnement pour pouvoir amplifier ses activités, pour pouvoir avoir plus d'impact dans les communautés où elle travaille. Et déjà, quand nous prenons les compagnies aériennes l'adoptent déjà. Et quand nous prenons les grandes entreprises européennes, ils l'adoptent déjà. Et je crois que cette dynamique aussi est en train d'être adoptée chez nous, où il faut inciter les entreprises à contribuer à la protection de l'environnement parce que c'est eux qui contribuent à l'émission de gaz à effet de serre, c'est eux qui contribuent au changement, aux effets des changements climatiques que nous ressentons aujourd'hui. Donc, nous devons les contraindre aussi à contribuer à l'absorption de ce gaz en contribuant à la végétalisation. Voilà un peu ce que nous pouvons dire
sur la thématique pour le moment. Je crois que nous ne pouvons pas tout dire et c'est les questions qui vont nous amener à puiser de nos réponses. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Danvi, pour ces vaillantes explications que vous nous avez données à l'occasion de ce 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Alors, si on comprend parfaitement votre développement, vous avez dit qu'il faut mettre en place un certain nombre d'actions. Déjà, réguler le transport. Il faut aussi que les entreprises consacrent une partie de leurs intérêts pour accompagner les organisations non gouvernementales afin que leurs actions soient plus pérennes. Mais moi, j'ai une question. Avant de donner la parole à tous ceux qui sont avec nous sur cette plateforme, j'ai une question. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut, en République du Bénin, contraindre des entreprises ou qu'est-ce que des entreprises auraient à gagner si elles devaient consacrer une partie de leurs intérêts pour contribuer à la protection de l'environnement? C'est une question qui m'interpelle, puisqu'on sait que par vocation, les entreprises rêvent le plus souvent de faire du profit. Donc, s'ils doivent avoir à dépenser de l'argent, je doute que ça les intéresse. Comment pensez-vous qu'on pourrait concrètement mettre en place une telle action et quels bénéfices eux, ils pourraient en trouver? Eux pourraient retirer, pardon. Ok, je peux répondre en même temps? Oui, je vous en prie. Ok, je crois que cela, c'est une responsabilité de tout le monde. Une entreprise qui contribue à la restauration des forêts pour que les puits de carbone soient restaurés, déjà, ne travaille pas pour les autres. Parce que quand on parle de l'entreprise, c'est aussi les hommes. Donc, il faut que ce responsable d'entreprise qui prend une telle disposition ou bien telle décision sache qu'il est en train de travailler déjà pour lui-même. Maintenant, quand nous allons nous en arriver au niveau de la contrainte, l'incitation, je crois que tout cela, ça dépend de comment s'organisent les organisations, de comment s'organise aussi l'État. Parce que je crois que c'est un sursaut patriotique et tout le monde doit y contribuer. Et au vu des effets que nous ressentons aujourd'hui, les poches de chaleur, les saisons qui ne sont plus, les saisons qui ne se respectent plus. Je crois la période, tout le monde sait que pour l'agriculture, nous avons deux saisons pluvieuses pour la production et les paysans se préparent. Mais il y a les paysans qui travaillent beaucoup attendant les pluies. Les pluies ne viennent pas et c'est quand les champs sarclés reprennent encore que les pluies vont commencer par venir, ce qui les amène à faire un double travail. Et après, les pluies qui cessent encore de manière précoce et là, les récoltes ne sont plus au rendez-vous. Voilà, donc pour que nous tous, déjà, nous ayons le bien-être, déjà, il faudrait qu'on arrive à manger. Et c'est les paysans qui produisent ce que nous mangeons. Il faut les aider à produire pour que nous tous, nous ayons à manger. Il faut aussi contribuer à la végétalisation, au reboisement pour que nous tous, nous soyons en bonne santé. Tout en sachant que quand nous devons mettre en marche le climatiseur, le ventilateur là, avant de dormir, ce n'est pas bon pour notre santé. Merci beaucoup. Je crois que, est-ce que mon explication satisfait à votre demande ou bien il faudrait que je détaille plus? C'est bon, on a compris ce que vous essayez de dire. À présent, chers participants, vous qui êtes avec nous sur cette plateforme, l'occasion vous est donnée de poser directement vos questions à l'intervenant ou de laisser vos commentaires ou vos questions dans le chat. En appuyant sur chat, vous laisserez bien évidemment votre question, votre commentaire ou si vous souhaitez interagir
oralement à l'occasion de ce webinaire, vous pouvez toujours appuyer sur l'émoticône en haut à gauche, lever la main pour interagir. Alors, Monsieur Danvi, j'ai une question qui nous vient de Monsieur Jordan Beaupère. Il pose cette question, il dit « Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais ce que vous pensiez des salles de sport. Elles servent à nous maintenir en bonne santé, mais peuvent être très énergivores. Est-ce que les salles de sport, aujourd'hui il y a beaucoup de salles de sport, on met la musique, on met des appareils électroniques et les gens s'y vont pour faire le sport. Est-ce que c'est vraiment, les salles de sport peuvent vraiment répondre efficacement à nous maintenir tant en bonne santé, mais également à protéger l'environnement, puisqu'on sait qu'au niveau de ces salles-là, il y a des équipements électroniques et ils consomment de grandes quantités d'énergie. Alors, à cette question, qu'est-ce que vous répondrez? Merci beaucoup. Quelqu'un qui prend une telle initiative, donc c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui veut réaliser des bénéfices comme tout autre. Et alors là, je dirais que lui-même, il a initié comme tout autre. Sinon, la meilleure manière de faire le sport, c'est de le faire à l'air libre. À l'air libre, hein, sans équipement, sans installation sophistiquée, et sans mettre la musique déjà qui puise de l'énergie, sans mettre des appareils qui tournent, alors qu'ils fonctionnent à base de l'électricité. Donc, la personne a beau faire le sport, mais en même temps, il contribue déjà à alimenter un autre système qui peut encore se retourner contre lui en matière de santé. Donc, c'est ce que je peux répondre par rapport à cette question. Si je comprends bien, vous préconisez que pour prendre soin de sa santé, si on est un habitué des salles de sport, qu'il est préférable de faire le sport à l'air libre. C'est ce que vous encouragez, c'est ce que vous recommandez, au détriment d'être dans une salle hermétique fermée, climée et tout. Oui, c'est ça. Peut-être quelqu'un qui pratique ces genres d'activités, oui, il travaille pour son bien-être. Mais il faudrait qu'il sache que cela n'est pas en phase avec ce que nous développons ici. Il travaille pour le bien-être, mais ce bien-être ne se préoccupe pas de la neutralité carbone. Au contraire, il contribue à une autre forme d'émission. Donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport à cela. Merci beaucoup à vous, M. Danvi, pour ce développement. Alors, dans votre développement, on a vu que vous avez mis en place de nombreuses actions au Bénin, et particulièrement au sud Bénin, comme vous l'avez dit dans votre intervention, pour accompagner les femmes, par exemple celles productrices de sel à Djegbadji, à produire du sel en chauffant seulement l'eau. En le séchant au soleil, pardon, c'est ce que vous avez dit. En le séchant au soleil, et ce qui les empêche, bien sûr, de déboiser, de couper les arbres et d'avoir exposé, je ne sais pas si c'est l'eau de mer et tout, pour pouvoir produire du sel. Est-ce que ces actions que vous avez menées au Bénin, est-ce qu'elles sont rentables pour ces dames qui travaillent comme ça? Est-ce que les attentes qu'elles ont été atteintes avec ces nouvelles dispositions auxquelles je dirais que vous avez mises à leur disposition? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dirais que l'activité est très rentable parce que vous savez, au Sud Bénin aujourd'hui, est-ce que nous avons encore des ressources en bois suffisantes? C'est ça. Parce que pour trouver du bois aujourd'hui, je crois qu'il faut aller loin. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y avait la forêt de la mangrove et à un moment donné,
de la décision, le gouvernement a pris sa disposition en interdisant la coupe. Et ce qui a rendu compliqué cette activité traditionnelle. Donc, les femmes, pour produire, doivent aller dans d'autres communes rurales, comme commune de Pomancé, pour aller acheter les bois de chauffe, les transporter pour venir chez eux avant de pouvoir produire. Alors, déjà, si on prend cette facette du problème, sans nous préoccuper du rôle que le palétuvier joue, la mangrove joue en matière d'absorption de carbone, quand nous prenons ça déjà, la préparation du sel engendre beaucoup de dépenses et en amont pour les femmes. Aujourd'hui, si on développe une alternative déjà qui leur permet de ne plus dépenser en bois de chauffe et de faire un travail en place sans pouvoir s'exposer aux rayons solaires, sans pouvoir s'exposer à la fumée du matin au soir, sans être obligé de revenir sous le soleil, je crois que c'est très rentable en matière de santé, hein, et rentable économiquement, c'est rentable écologiquement, hein, en termes environnementaux, c'est rentable climatiquement, c'est rentable pour elle. Le problème, et ce qui est normal et que nous voyons comme problème aujourd'hui, est que quand il y a un nouveau produit, il faut un temps pour que les gens commencent par l'adopter. Il faut un temps pour que les gens commencent par le consommer sans problème. Donc aujourd'hui, c'est ce travail qui se fait sur le terrain. Sinon, en matière de rentabilité, je crois que la rentabilité, elle est énorme. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la rentabilité sur plusieurs points. D'accord. Mais est-ce que la rentabilité financière est aussi au rendez-vous? Parce que au Bénin, ces femmes, nous savons, elles doivent euh, mettre en place un certain nombre de dispositions pour pouvoir manger. Et si la rentabilité financière n'est pas immédiatement au rendez-vous, pour les nombreuses actions que nous avons eu à mener, pour les nombreux intervenants qui ont interagi avant vous, eh bien, il nous a été souvent rapporté que lorsque l'alternative proposée est excellente, mais que la rentabilité financière n'est pas au rendez-vous, tout au moins à un certain pourcentage, au bout d'un certain temps, les gens abandonnent la méthode, la technologie ou la nouvelle option mise à leur disposition. Est-ce que vous pouvez aussi nous confirmer ce constat dans votre cas? Je crois que le problème que vous évoquez, c'est un problème récurrent et que nous constatons dans nos contextes. Effectivement, quand quelque chose n'est pas rentable, et ça peut être rentable sur d'autres plans, rentable, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, environnemental et autres là, mais quand l'argent n'est pas au rendez-vous, les gens finissent par l'abandonner, effectivement. Mais pour la production du sel, nous avons fait une rencontre avec les bénéficiaires la fois dernière parce que nous les faisons fréquemment. Nous discutons de toutes les alternatives avec elles, tous les problèmes pour trouver solution. Voilà. Et pour produire 15 kilogrammes du sel, les femmes ont dit qu'au jour d'aujourd'hui, il faut environ 4500 francs CFA de fagots de bois avant de pouvoir le produire. Mais qu'avec le système solaire, elles arrivent à le produire sans dépenser un franc. Est-ce que vous voyez? Donc, même si aujourd'hui, il y a une réticence en matière de la consommation de ce sel solaire, avec le temps, les gens vont l'adopter
Parce que tout d'abord, c'est un sel qui, quand on voit, est plus riche en nutriments plus que l'autre sel qui est préparé. Parce que ce qu'on a mis dans le feu, qu'on a mis au feu, qui a été chauffé à une haute température et autres là, et ce qui est séché à une température, je crois, une température basse, mais progressive, je crois que il doit avoir quand même, si même si tu n'es pas intellectuel, même si tu n'es pas à l'école et on te demande ce qui est riche, je crois que c'est ce qui est préparé à basse température qui est riche. Voilà, donc je crois qu'avec les arguments que CRIPAD est en train de développer sur place, avec les démonstrations et autres là, ça va prendre. Mais notons que aujourd'hui, il n'y a pas encore de problème en matière de vente de ce sel. Parce que tout compte fait, on arrive à vendre après chaque année de production, les femmes arrivent à vendre avant l'autre saison de production tout ce qu'elles ont produit comme sel écologique que nous appelons sel produit par séchage solaire. Donc ici, c'est vraiment, vraiment rentable. Il n'y a pas de peur à se faire, à moins que les femmes soient en train de voiler la vraie face. Voilà. Mais notons que CRIPAD, déjà dans nos stratégies, CRIPAD ne fait pas un projet et à la fin du projet, on laisse les bénéficiaires. CRIPAD est là et continue d'étudier, d'analyser les problèmes et d'essayer de trouver des solutions de manière concertée à ces problèmes, de manière conjointe à ces problèmes avec les bénéficiaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Danvi. Alors, entre-temps, il y a eu une autre question. Là, je vous lis la question. Il dit merci beaucoup pour la réponse à la première question. Il dit, je voulais aussi avoir votre sentiment sur la construction que vous avez abordée durant votre intervention, spécifiquement par rapport aux immeubles construits avec des vitres et leur impact sur l'environnement. Est-ce que l'État ne pourrait pas encourager les constructions avec la terre rouge, par exemple? C'est une question. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, mais déjà, il y a de ces constructions qui existent. Il y a de ces constructions qui existent. Mais pour les questions de confort, questions de résistance et questions, oui, de durabilité dans le temps, les gens ne les adoptent pas. C'est seulement une organisation qui a assez de moyens et qui veut montrer l'exemple, c'est elle qui s'engage dans cela. Et je crois que pour que les gens arrivent à avoir confiance en ces genres de constructions que nous appelons souvent des constructions biothermiques, je crois, hein, et voilà, donc il faut qu'on y travaille, il faut qu'on fasse une campagne ou bien des campagnes de conscientisation et aussi faire des plaidoyers à l'endroit du gouvernement pour qu'ils prennent aussi des tests qui incitent à l'adoption de ces genres de construction. Sinon, donc nous, on a vécu des exemples de ce genre de choses. Et là, c'est un engagement et il faut que la personne soit courageuse pour pouvoir, pour pouvoir le prendre. C'est bon, tout le monde sait, mais le contexte ne s'y prête pas. Je ne sais pas si mon explication, j'ai pu convaincre l'intervenant qui a posé cette question. Alors, j'espère il est sur la plateforme avec nous. J'espère qu'il a la réponse à sa question. Sinon, ce que l'on dit souvent, Okay. c'est quand on construit une maison en terre battue avec les briques rouges, là, par exemple, on dit que
c'est beaucoup plus frais à l'intérieur que lorsqu'on le construit avec les briques standards que nous avons là avec le ciment et tout. Bon, c'est ce que les gens se disent. Est-ce que vous confirmez aussi ça? Bien sûr, c'est ce que je dis. Je ne dis pas le contraire. C'est bon. Tout le monde le sait. Mais combien, parce qu'il faut parler de ce qui est réel chez nous. Combien sont ceux-là aujourd'hui qui ont des moyens, hein, qui se sont engagés dans ce genre de construction et que les autres qui n'ont pas assez de moyens peuvent suivre pour le faire? Il n'en a pas. Hein, il n'en a pas. Non, je prends l'exemple de Cripad. Cripad, en voulant construire son antenne dans la commune de Komassé, l'ingénieur qui a travaillé avec nous, étant donné que nous sommes dans l'écologie, on veut montrer l'exemple. Nous avons adopté cette construction et c'est ça que nous avons fait dans la commune de Komassé aujourd'hui. Donc, vous voyez? Donc, vous Mais voulez dire après, que c'est un peu plus cher, c'est ça? Vous voulez dire que les constructions faites en terre battue, là, c'est un peu plus cher que les autres constructions, c'est ça? Pas forcément cela. Et là où je voulais en venir, c'est que l'immeuble ou bien la construction qui nous a été doigtée comme modèle qu'on a suivi pour notre construction, un peu après, on a constaté que les gens ont détruit ça et ont repris maintenant un autre bâtiment avec briques en ciment et pas avec le sable rouge. Voilà, les gens ont repris ça. Et j'ai demandé, mais pourquoi les gens ont fait ça? Et la solution est que ça ne respecte pas, ça ne dure pas. Donc, c'est ça la réponse. Et aussi, donc, je ne peux pas aller loin, trop loin dans ça. Mais nous, quand on a adopté ça, on a construit. Après, il y a d'autres dispositions, des dispositions complémentaires qui ont été prises et qui nous ont amenés à dépenser plus sur ça avant d'être sûr que ça peut convenir à nos besoins. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, ce n'est pas que je suis en train de rejeter déjà les vertus ou bien les qualités ou bien les services écosystémiques et voilà, de ce genre de construction, mais il faut des dispositions, il faut une campagne de conscientisation et il faut aussi qu'il y ait déjà il faut déjà qu'il y ait quand même des personnes hein, qui peuvent donner l'exemple aux autres. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Sinon, c'est quand même, comme on le dit, ça respecte l'environnement, c'est une construction éco-responsable, mais il y a quand même ce problème dans nos contextes. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Donc, si on retient bien, les constructions écologiques sont bonnes, mais il faut aussi trouver les bons ingénieurs. Il faut aussi savoir, il faut aussi garder à l'esprit que c'est légèrement plus coûteux que les constructions standards. Et avec un bon entretien, elles vont perdurer dans le temps. Merci beaucoup à vous, Monsieur Danby, pour toutes ces explications que vous avez partagées avec nous. Alors, Monsieur Danby, nous voilà presque à la fin de notre 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Est-ce que vous avez une recommandation, un conseil à donner aux populations béninoises, à l'Afrique, à la jeunesse en matière de bien-être physique et de préservation d'environnement? Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et ce que moi j'ai lancé comme conseil et à tout le monde, et spécifiquement à la jeunesse aujourd'hui, est que il faudrait qu'ils soient éco-citoyens et qu'ils aient des gestes éco-responsables envers tout ce qui est forêt, ressources naturelles, potentiel puits
de carbone. C'est très important pour notre bien-être sur la Terre. C'est très important pour toute activité, que ce soit économique ou pas, sur la Terre. Il est vrai que les aînés ont déjà failli, mais ce n'est pas tous les aînés, quand même en contribuant à la destruction des ressources de forestières et autres là pour pouvoir subvenir à d'autres besoins. Mais nous invitons la jeunesse à ne pas adopter ce genre de comportement, mais plutôt adopter des comportements éco-responsables. Éco-responsables, c'est très important et je crois que c'est ça que nous devons faire pour atténuer, pour contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique qui est le problème dont tout le monde parle aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Danvé, pour toutes ces explications que vous avez partagées avec nous à l'occasion de ce 28e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Alors, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et nous vous promettons que vous retrouverez dans quelques jours la rediffusion, la reprise de ce webinaire qui sera bien évidemment mis sur les réseaux sociaux et que vous pourrez revoir et revoir afin de tirer les leçons et tout ce qui est important qu'on doit garder en matière de conciliation entre neutralité carbone et bien-être physique. Les liens pour nous contacter ou pour entrer en contact avec Solar Solutions ont été partagés avec vous dans la discussion. Vous pouvez les enregistrer afin de pouvoir prendre contact avec nous. Alors, vous pouvez nous écrire directement si vous souhaitez prendre contact avec nous en nous écrivant à vice-président@solarsolution.africa.com vice-président@solarsolution.africa.com ou nous écrire directement par WhatsApp au plus 229 60 22 94 94. Le plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement à l'adresse mail secrétariat.solarsolution@outlook.com. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et au revoir. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup.